Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter le stade éthique. En effet, c'est le stade éthique qui suit le stade esthétique. Et voici comment Kierkegaard les distingue dans ou bien ou bien. Qu'est-ce que l'esthétique en l'homme et qu'est-ce que l'éthique, écrit-il. À cette question, je réponds, l'esthétique est en l'homme ce par quoi il est immédiatement ce qu'il est. L'éthique est en l'homme ce par quoi il devient ce qu'il devient. Donc on comprend qu'en passant de l'esthétique à l'éthique, on devient véritablement soi-même. Mais pourquoi et encore comment? Qu'est-ce qui caractérise ce stade éthique? Le propre du stade éthique est d'être, comme son nom l'indique, placé sous le signe du devoir et de la responsabilité. Et la figure qui vient sauver et transfigurer le désir dans le stade éthique est la figure un peu inattendue du mariage défendu par le juge Wilhelm. Alors évidemment, on peut être un peu déçu et circonspect et se demander en quoi ce mode de vie, ce genre de vie bourgeois peut bien régler les contradictions du désir. Alors déjà, il faut bien s'entendre sur ce qui fait pour Kierkegaard le fondement du mariage. Et pour le comprendre, je ferai référence à cette citation de Paul Claudel. Paul Claudel nous dit « Ce n'est pas seulement l'amour qui fait le mariage, mais le consentement ». Ce qui est au cœur du mariage, c'est non seulement le désir, mais le choix qui a été fait d'un certain désir. Et ça, c'est le premier point. Le stade éthique est marqué par la dimension du choix. Don Giovanni ne sort pas du stade esthétique. On ne sort pas du stade esthétique parce qu'on vieillit, parce qu'on n'a plus la force de courir après les jeunes filles, ou parce qu'on en a trouvé une plus intéressante que les autres et qui éclipse toutes les autres. Non, le mariage n'est pas une manière de se résigner pour un don Juan un peu vieillissant ou d'avoir de la chance. Non, l'individu fait le choix de son désir, s'approprie son désir et s'y engage. Et donc, le désir est sauvé pour Kierkegaard, non pas parce qu'il est refusé, dans l'ascèse, spiritualisé, sublimé, mais parce qu'il est pris au sérieux. Et donc, véritablement, Kierkegaard ne nie pas le désir, ne le renie pas, mais il montre en quoi le fait de choisir va faire entrer le désir dans le réel. Alors pourquoi est-ce que le fait de choisir son désir, de le prendre au sérieux, de s'y engager, eh bien, nous fait entrer dans le réel? Eh bien parce que, premièrement, choisir cette femme ou bien celle-ci, et non pas cette femme et celle-ci, hein, c'est ça la logique du ou bien, c'est la logique de l'exclusivité, et non pas de l'addition. Entrer dans la logique du ou bien, c'est entrer dans le réel parce qu'on accepte de sacrifier des possibles. On accepte les contraintes de la réalité, on accepte d'entrer dans la dimension finie de la réalité et de s'y engager. Et que découvre-t-on dans cette dimension finie de la réalité? Eh bien, on découvre les autres, et non pas les pures idéalités que notre imagination poursuit. La femme, la féminité, Iseux, Juliette, etc. Vous découvrez cette personne. Et c'est quand vous rencontrez vraiment l'autre que vous entrez dans le réel. Parce que par définition, le réel, c'est ce qui vous résiste. Les créations de votre imagination peuvent se plier à tous vos caprices. Le réel, lui, est têtu et indocile. Et c'est bien ce qu'est l'autre. Et c'est le prix à payer pour entrer dans le réel.
cette indocilité et cette résistance. C'est la marque à laquelle on reconnaît le réel, on reconnaît qu'on aime quelqu'un et non pas l'image sans cesse projetée de soi sur quelqu'un. On passe ainsi de l'abstrait au concret, on quitte certes une existence brillante, enivrée de possibles, mais inconsistante. Et on apprend à vivre vraiment sa passion en la dépouillant de son caractère toxique, imaginaire, mais impersonnel et inconsistant. Donc on s'engage à aimer l'autre tel qu'il est, même s'il ne répond pas à tous nos désirs. Et donc on quitte ainsi une pseudo-individualité pour une singularité réelle qui brille justement de l'intensité de la réalité. Et il ne faut pas s'y tromper. En s'engageant dans son désir, en consentant à son désir, tel qu'on le fait dans le mariage, puisque je vous rappelle que quand on tombe amoureux, on ne choisit pas de tomber amoureux, on est choisi par le désir. Mais en se mariant, on choisit ce qui nous a choisi. Vous voyez, on consent à son désir, et là on se l'approprie vraiment. Eh bien, Kierkegaard nous montre que en s'engageant dans son désir, ce désir ne s'approprie pas, mais il s'enrichit. Parce qu'on renonce précisément à la répétition du scénario mythique pour écrire une histoire véritablement personnelle. Et j'aimerais revenir sur ces deux idées. On écrit une histoire personnelle. Revenons sur la deuxième idée. Non seulement la décision et le choix donnent un objet réel à mon désir, c'est ce qu'on vient de voir. Je rencontre l'autre, et non pas, je rencontre quelqu'un, et non pas la femme, et non pas un personnage de littérature. Non seulement la décision et le choix donnent un objet réel à mon désir, mais par eux, je me constitue comme sujet. Et c'est en cela que j'écris une histoire personnelle. Je ne suis plus Roméo, Tristan, l'amant, le personnage d'un récit que je continue. Je décide moi-même. Alors bien sûr, non pas à partir d'un libre arbitre totalement désincarné, mais en me réappropriant ce qui me compose, en reconnaissant comme mienne et en investissant les histoires dans lesquelles je suis empêtrée. Et ça nous fait penser à Paul Ricoeur, c'est-à-dire que bien sûr que cette liberté qui va s'engager dans le désir n'invente pas ses désirs, mais transforme un désir compris comme cause en une raison d'agir, en un projet. Donc j'assume dans cette décision ce qui me précède. Et cela suppose que le désir se transforme en volonté, que mes velléités, mes souhaits incompatibles et inconsistants prennent la forme de tâches et de projets qui expriment ma liberté. Je passe d'un désir que je subis comme un attrait à une volonté, à un pouvoir, à une tâche dans lequel je m'investis. C'est ce que Kierkegaard explique. Donc l'éthicien voit d'emblée sa tâche et comprend que l'art n'est pas de désirer, mais de vouloir. Voilà. Bien des gens qui ne sont pas sans connaître la vie humaine voudraient avoir été contemporains de grands événements, avoir été mêlés à des circonstances importantes. Qui niera le bien fondé d'un pareil désir? Mais d'autre part, il y a cependant superstition à croire que circonstances et événements comme tels font de l'homme quelque chose. L'éthicien sait que l'important, c'est la manière d'envisager et de s'engager dans toute situation, l'énergie alors déployée, et que quiconque se discipline ainsi dans les circonstances les plus insignifiantes peut vivre plus intensément que le témoin ou même que le héros des plus remarquables événements. Et donc, s'engager, c'est vraiment élire l'objet de son désir et s'y tenir. Et c'est pour cela, c'est mon deuxième point, que le stade éthique est celui de la temporalité et de la durée. Je vous disais que dans ce stade, nous écrivons une histoire personnelle. Elle est personnelle et c'est une histoire.
En s'engageant pour son désir, on prend au sérieux le sentiment qui est pur immédiateté, afin de déployer tout ce qu'il contient. En effet, dans le mariage, en s'engageant à aimer l'autre jusqu'à la mort, on fait en sorte que la force originelle du désir soit mise au service du temps et de la durée. On fait en sorte que le désir, par notre serment, par notre engagement, ait un avenir et même un présent. Contrairement au stade esthétique, qui est le stade de l'instant, sans projet ni mémoire. Au contraire, le serment est une sorte de victoire sur le temps qui relie les différents instants de notre vie. Le moi ne s'écoule plus. Le sujet se lie à lui-même et lie ses désirs entre eux par le détour des promesses, de la promesse qu'il fait à l'autre. Et ainsi, les différents moments de sa vie forment un tout. Donc, son présent acquiert une véritable épaisseur car il est riche de son histoire passée avec l'être aimé et de ses projets futurs. Et donc, dans le mariage, l'éros est repris dans la forme de la durée. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais précisément, inscrire le désir dans le temps, c'est une contradiction, puisque par définition, le désir est l'ennemi du temps. Le temps fera que le désir s'étiole, se dilue, s'affadit. Eh bien, Kierkegaard nous montre le contraire. Le temps est l'occasion pour le désir de se déployer dans une histoire qui comptera peut-être plus que le désir lui-même. Hein, souvent on dit c'est un lieu commun, mais je trouve que c'est un lieu commun finalement assez juste, que dans l'histoire d'amour, au bout d'un moment, ce qui compte, c'est peut-être plus l'histoire que l'amour. C'est-à-dire que ce qui compte dans une histoire d'amour, c'est pas simplement l'éros premier, qui avait effectivement quelque chose d'assez spontané et impersonnel, et peut-être d'assez pauvre, c'est le stade esthétique. Mais ce qui compte petit à petit, c'est cette trame d'événements communs. C'est tout le monde qui a été ouvert et généré par l'union de deux êtres, et c'est à ce monde que chacun s'attache. Je pense à une très belle apologie littéraire du mariage qu'on trouve dans le livre de Michel Houellebecq intitulé Soumission. Je me souviens de deux personnages dont le narrateur dit que vraiment il le fascine, et c'est un couple. Et malheureusement, je n'arrive pas plus à retrouver ce livre dans ma bibliothèque, mais j'ai retrouvé sur internet une phrase de ce texte qui me semble intéressante. Michel Houellebecq écrit: un couple est un monde autonome et clos qui se déploie au milieu d'un monde plus vaste. Voilà, cette idée de monde qui nous fait penser, qui nous rappelle aussi Renaud Barbaras, elle nous montre que consentir à un désir, alors évidemment, pas n'importe lequel, vous n'allez pas créer un monde commun avec n'importe qui, il faut un minimum d'affinité. Mais s'engager dans un de ces désirs, le continuer, c'est peut-être ouvrir dans le sens de la profondeur ce désir et constituer un monde, un tout dans le tout. Et c'est ce qu'écrit Søren Kierkegaard: il est de l'essence de l'amour conjugal de devenir historique. De devenir historique. Le temps n'est pas son ennemi. Le temps lui permet de déployer les richesses de son univers, de son monde. Donc par la décision, pour Kierkegaard, en choisissant mon désir, en le prenant au sérieux, je me donne un objet réel, je me constitue comme sujet et j'entre véritablement dans la temporalité. Donc la philosophie de Kierkegaard, en conclusion, je dirais qu'elle est extrêmement intéressante pour nous, parce que elle fait du désir la force primitive de l'existence, une force indépassable avec laquelle il faut commencer
et il faut composer. Mais sur ce chemin du devenir soi, parce que c'est bien ça qui est en jeu dans l'éthique, sur ce chemin du devenir soi, dans cette conquête de notre subjectivité, cette force doit être transfigurée, au risque de nous priver de toute consistance, de toute réalité et de toute liberté. Et donc ce qui métamorphose le désir, et la réponse est absolument nouvelle pour nous dans notre cours, ce qui métamorphose le désir pour Kierkegaard, ce n'est pas une éducation, ce n'est pas une discipline, une spiritualisation, une ascèse, une sublimation, un dressage, une répression, etc. C'est une décision. C'est un engagement. Kierkegaard nous suggère de prendre nos désirs au sérieux. Non pas de mettre du sérieux dans nos désirs, comme si ces désirs ne contenaient pas déjà ce sérieux, mais il nous suggère de parier pour eux, de prendre leur parti, de croire à nos désirs. Car c'est la seule manière de leur donner un objet véritable, de rencontrer par eux le réel, de se constituer soi-même comme sujet singulier et de leur donner une épaisseur et une durée.